Dans ce monde, nous sommes tous à la recherche d'expériences de vie. Le problème, c'est qu'il nous faut de l'argent pour financer ces expériences. Moi, c'est Cédric Froment. Froment comme le blé, l'argent ou comme le spéculateur libre. Je trade et j'investis sur les marchés financiers depuis plus de 15 ans. Dans ce podcast, qui est souvent adapté d'une vidéo de ma chaîne YouTube, vous découvrirez les comportements qui font que les riches sont riches. Allez, on est parti pour le Trader Mindset de cette semaine. Je vais vous présenter, pour illustrer ce Trader Mindset, je vais vous présenter un swing trade sur une requête de marché. Donc, restez attentifs, vous allez pouvoir lier mindset à technique directement sur un cas pratique. Donc, on va parler cette semaine du point focal qui est, à mon sens, une stratégie qui est surpuissante pour l'homme civilisé. Alors, pourquoi l'homme civilisé? Parce que l'homme civilisé se concerte pour bâtir des choses, pour faire des choses. C'est pas un homme qui vit tout seul dans une grotte, hein. C'est un homme qui vit en société et qui a besoin de son entourage pour faire du commerce, pour construire des choses et mettre en application et donner vie à des idées qui sont disruptives, révolutionnaires et tout ce que vous voulez. Donc, en théorie des jeux, il y a un concept qui se nomme le point focal ou le point de Schelling. Imaginons que l'on soit tous perdus dans Paris. Donc on est des touristes, hein, on vient d'arriver dans Paris, on ne connaît pas, voilà. On arrive sur Paris, on est des touristes. On n'a absolument aucun moyen de communication, donc on ne peut pas s'appeler, on ne peut pas s'envoyer texto, mais pourtant on doit absolument se retrouver. Alors les deux questions que nous pouvons nous poser vont être, quel est l'endroit le plus évident que tout le monde choisirait dans notre groupe pour se retrouver? Donc ça c'est la première question pour avoir un point focal géographique. Et la deuxième question, ça va être à quelle heure tout le monde choisirait de se rejoindre? Eh bien, croyez-le ou non, il y a de fortes chances pour que l'on se retrouve à l'entrée de la Tour Eiffel à midi pile poil. Donc, il s'agit ici, comme on l'a vu, d'un point focal géographique que tout le monde choisirait et d'un point focal temporel que tout touriste de passage sur Paris choisirait. En tout cas, si vous posez ce genre de problématique à une centaine de personnes, la majorité choisiront ces deux réponses. Eh bien, en théorie des jeux, le point focal permet à tous les joueurs de sortir gagnant d'une situation sans qu'il n'ait la possibilité de se concerter entre eux. Et c'est ça qui est vraiment important dans cette histoire de point focal, c'est-à-dire que l'on est capable de se mettre dans la tête de notre entourage, des camarades qui ont les mêmes référentiels d'éducation que nous, et d'en déduire quelle sera la meilleure réponse, sachant que eux vont avoir le même genre de réflexion que nous. Donc là, typiquement, il faut mettre son ego de côté, hein. Comme d'habitude, on met toujours son ego de côté, ses goûts et ses exigences personnelles pour réfléchir avec empathie à une situation impliquant l'ego, les goûts et les exigences, mais collectives, pas personnelles. Donc ça implique de se poser la question, qu'est-ce que les autres vont répondre, sachant qu'ils se posent exactement cette même question. Donc lorsque l'on commence à analyser tous les problèmes de son quotidien avec le prisme de ce point focal, nos réponses et nos actes ne seront plus jamais les mêmes. Nos actes vont naturellement dériver vers un équilibre optimal en termes de théorie des jeux. Et nous sommes obligés d'accepter le point de vue des autres humains, même si nous le trouvons idiot ce point de vue, on va être obligé de l'accepter et de l'incorporer dans notre équation comme une variable très importante pour agir dans le but qu'un maximum d'intervenants sortent grandis de cette équation, dont nous les premiers. Et cela revient aussi à sacrifier son ego et ses pulsions de domination pour coller tout simplement, je vous le répète de semaine en semaine, mais pour coller à une réalité qui soit un petit peu plus authentique et qui soit propre à ce monde. Pas une réalité que l'on s'invente, une belle histoire que l'on s'invente. Donc quel est le parallèle avec la bourse? Eh bien en bourse, le point focal est représenté visuellement par un pivot sur les graphiques. Alors je vous trace toujours des lignes sur les graphiques, que ce soit sur l'or la semaine dernière, sur les indices chaque semaine pour vous donner des zones de polarité, sur les actions quand on a des belles opportunités qui sortent sur nos screeners, je vous explique qu'il y a une ligne qui est un pivot. Quand on casse ce pivot à la hausse et qu'il y a du volume, on appelle ça un breakout. Ça veut dire qu'il y a une guerre qui est en train d'être menée et qu'elle est en train d'être gagnée par les haussiers. Eh bien, ce pivot, c'est le point focal en bourse qui doit captiver toute notre attention.
Donc, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une zone géographique, c'est le point focal géographique défini par une consolidation donc latérale des prix qui va durer plusieurs semaines voire plusieurs mois et sur laquelle des acheteurs et des vendeurs vont s'affronter avec une violence anormale quand les prix vont pénétrer dans cette zone focale, sur ce point pivot. Donc là, on a la focale géographique et la focale temporelle, c'est-à-dire la focale géographique, elle est déterminée par le pivot et la focale temporelle, c'est quand les prix vont passer par ce pivot que la guerre va être menée par les acheteurs et par les vendeurs. Et donc, ce point pivot, cette focale, c'est une sorte de champ de bataille sur lequel tout le monde se donne rendez-vous pour élire un vainqueur. Donc, le camp gagnant, il va prendre un malin plaisir à exprimer toute sa dominance et sa vision par une puissante tendance des prix suite au passage de ce pivot. Donc nous ne pouvons jamais savoir à l'avance qui va gagner. Quand les prix passent par ce niveau pivot, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Donc il faut attendre l'issue de la bataille. Alors pourquoi attendre l'issue de cette bataille si on sait qui a gagné? Eh bien tout simplement parce que le camp victorieux pourrait ne pas se contenter d'une simple grenadine pour festoyer, mais bien au contraire, il pourrait terminer cette fête en une potentielle orgie. Et c'est cette orgie sur laquelle on va spéculer, sur laquelle on va parier. Le spéculateur est littéralement à la recherche d'orgies collectives à répétition. Donc un spéculateur, lui, cherchera toujours à définir une tendance claire sur les indices boursiers, par exemple la hausse, puis seulement ensuite, il identifiera toutes les guerres qui viennent d'être gagnées par les haussiers, donc c'est-à-dire le dépassement à la hausse du pivot qui est validé par un breakout. Et enfin, il se contentera de parier sur la nature de la fête en espérant et en visant une orgie, c'est-à-dire une belle tendance, un bel accident positif de richesse qui se développe à la suite de ce breakout, à la suite de la victoire des haussiers sur cette zone focale, sur ce point pivot. Donc chercher les orgies là où il n'y a pas eu de guerre, c'est-à-dire là où il n'y a pas de point focal, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il est très très important d'identifier toujours ces zones de pivot suite à des consolidations. Et une fois que cette zone de pivot elle a été passée et qu'on a un indice clair sur qui a gagné la bataille et là on peut juste spéculer sur le fait que l'orgie ça va plus être du champagne que de la grenadine ou du rhum que de l'eau. Là, voilà, on va spéculer juste sur la nature de l'orgie. Mais la bataille, elle a déjà eu lieu, elle a déjà été gagnée. Et ça, si vous voulez, en fait, le fait de se concentrer sur ces points, sur ce point focal, c'est extrêmement vital parce que pour repasser sur l'exemple que je vous ai donné sur les touristes à Paris qui se sont perdus, qui n'ont aucun moyen de communication et qui doivent se retrouver. Eh bien, ça revient un petit peu ne pas chercher ces points focaux en bourse. Ça revient à la même chose que de chercher à se retrouver dans Paris à 4h53 du matin dans une toute petite rue méconnue. Eh bien, si vous vous rendez à 4h53 du matin dans une rue que personne connaît, il y a très peu de chances pour que vous réussissiez et que vous rejoigniez votre groupe. Donc, ce n'est pas un bon point focal. Et en bourse, c'est pareil. Il y a énormément de situations qui se passent, il y a énormément de possibilités. Tout comme dans Paris, il y a autant de rues et autant de minutes dans une journée qu'il y a de possibilités. Cependant, il y a un point focal, un ou deux points focaux qui vont être vraiment centraux et sur lesquels on a énormément de chances de voir des événements majeurs se produire. Eh bien, en bourse, c'est pareil. Si vous ne vous concentrez pas sur ces zones de pivot suite à des consolidations et sur lesquelles les haussiers ou les baissiers ont gagné, eh bien, vous exposez à des résultats chaotiques qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Donc encore une fois, d'où l'importance en bourse de comprendre cette notion de point focal et surtout de parier sur un comportement collectif et non sur une croyance individuelle. Du style, moi je suis pas en forme aujourd'hui, donc je pense qu'il n'y aura pas d'orgie ce soir.
Non, non, non. Si tout le monde est en forme, c'est-à-dire si les indices sont bien orientés, par exemple à la hausse, s'il y a un point focal qui est identifié sur de nombreuses actions, hein, ça c'est les screeners qui nous retournent ces actions avec tous ces points focaux et donc ces victoires des haussiers. Si on a les indices boursiers et plein d'actions avec des points focaux qui ont été cassés à la hausse, alors effectivement, il y a énormément de chances que des orgies aient bien lieu, même si nous on n'est pas prêt à faire l'orgie, même si nous on est fatigué. Ça dépend pas de nous, ça dépend vraiment du groupe, de la collectivité, et c'est pour ça encore une fois qu'il faut savoir se dissocier de ses propres croyances, de ses propres goûts, de ses propres ses propres sentiments et d'analyser de manière beaucoup plus froide et collective une situation. Donc ce genre de situations, elles sont particulièrement amplifiées sur ce qu'on appelle les requêtes de marché. Donc pour faire une métaphore un peu barbare, une requête de marché, c'est une situation où vous avez des vikings alcooliques qui viennent de gagner une bataille. Donc si vous devez parier sur la nature de l'orgie, c'est-à-dire la grenadine ou le rhum, si vous avez des vikings alcooliques qui viennent de gagner une bataille, il y a de très fortes probabilités pour que ça se termine en orgie alcoolique, c'est-à-dire en un gros accident positif de richesse sur la tendance qui va se déployer suite au breakout haussier sur le pivot. Donc autrement dit, si vous pariez sur des orgies qui vont être tenues par des vikings alcooliques, il y a de fortes probabilités pour que effectivement ce soit des véritables orgies. Donc tout ça pour dire, je vais vous donner un exemple pratique d'une requête de marché, mais juste avant, je vous ai préparé une série de vidéos, des cas pratiques, des PDF, etc. sur une page qui va vous apprendre, cette page, vraiment passez du temps dessus, vous allez apprendre à détecter les requêtes de marché, quelles sont les situations, les contextes. Il y a plein de, comme je vous l'ai dit, c'est plein de vidéos pratiques qui vont vous permettre de profiter de ces requêtes, de les identifier et de pouvoir justement profiter des orgies que des vikings alcooliques sont en train de gagner actuellement. Et donc tout ça est sur le lien en descriptif de cette vidéo. Dernière info avant de nous quitter, tous les liens dont j'ai parlé dans cette version podcast figurent dans le descriptif. À la prochaine.